Alors merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses, aussi nombreux pour écouter donc une poétesse, Martha Gorbani. Je vais vous la présenter brièvement, mais d'abord, voilà, ça fait plaisir, donc merci de vous, juste ça. Merci d'être aussi nombreux et on refera des événements comme ceux-ci. Martha Gorbani, donc c'est à la fois une amie, une poétesse, qui s'est exilée en France en 2018. Elle a dû fuir l'Iran, elle vous dira pourquoi. Emprisonnée d'abord à 17 ans pour des poèmes. Donc on est dans la thématique du printemps des poètes 2026 qui est la liberté, force vive déployée. Et à cette occasion, donc, on va à la fois avoir son témoignage, et là, je crois, elle est en train d'accueillir dehors ou de faire... Oui, on va en faire deux en même temps. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il y ait un temps de témoignage de Martha Gorbani. Ensuite, des lectures de ses poèmes en persan. Et donc, je vous les dirai en français. Et deux textes personnels. Un qui était en cadeau, offert, entre guillemets, et composé, écrit pour Martha Gorbani à l'occasion, il y a 3 ans, des grandes manifestations pour femmes, vie, liberté, après la mort de Mahsa Amini. Et donc c'était un peu on fait souvent des colloques ou des scènes poétiques ensemble. Et donc c'était un poème que j'avais écrit en solidarité avec elle et tout le peuple iranien il y a 3 ans, remanié en janvier avec l'actualité récente. Et ouverture, un poème pour celles qui n'ont aucune voix, je pense aux femmes afghanes particulièrement, et donc on aura ce dernier temps-là. On commence vite pour ne pas saturer. Oui, par exemple. Alors Martha, merci tout d'abord de ta présence à Angers pour 2 jours. Grande chance pour nous. 3e événement ensemble, après hier un événement poétique au lycée Chevrolier auprès de lycéens devant 90 étudiants. Ensuite le soir, rencontre avec un poète kurde à l'Institut municipal et aujourd'hui devant vous. Et elle sera à Sète en résidence pour le printemps des poètes à Sète dans le sud de la France dès demain. Donc Martha, toi, quand tu es née, l'Iran avait basculé dans une dictature religieuse depuis 4 ans. Et est-ce que tu peux nous expliquer dans quel genre de famille tu as grandi et comment ça se passait? Est-ce que tu as très tôt perçu le danger, la terreur, la tension de cette dictature? Tout d'abord, merci de m'inviter, merci d'être venus aussi nombreuses. Moi, tout d'abord, je dois dire, je suis désolée pour mon français.
Il y a 5 ans que je suis en train d'apprendre. Toujours, j'expliquais ça que votre langue est très riche, très poétique, mais en même temps très difficile. Ça n'existe pas l'article féminin-masculin dans ma langue maternelle. La méthode de conjugaison, c'est très différent. Votre méthode d'écriture, c'est très difficile. Et toujours pour me calmer mon stress, je raconte une petite anecdote. Je suis arrivée en France, je suis allée en boulangerie pour acheter une baguette pour le forum. J'étais sûre que c'est masculin, alors que c'est féminin. C'est pour ça que c'est difficile et je suis désolée pour mes erreurs. Et encore, je voudrais dire, avant de te répondre, j'ai vu des gens qui ont été venus, mais il n'y avait pas de place. Ils ont sorti et j'étais très triste. Et je me disais, qu'est-ce que je peux faire de la part de moi-même? Je me suis sortie, j'avais une petite lecture là-bas, j'ai lu un poème pour les gens qui ont été là-bas. Et... Merci à vous. Par rapport à ton question, oui, je suis née 5 ans après la révolution islamique, pendant la guerre Iran et Irak. Ma mère, elle m'a raconté quand elle m'a accouchée, il y avait des bombardements partout en Iran, comme la situation actuelle. Moi, je me vois comme un enfant de la guerre. Ma mère, elle était prof de sciences avant la révolution islamique. Après la révolution islamique, elle n'a jamais accepté porter le voile obligatoire. Elle était dans le groupe des premières femmes qui ont descendu dans la rue pour résister contre les lois islamiques contre les femmes. Et mon père aussi, il était prisonnier politique. Je suis née dans une famille opposante et je suis grandie avec une mère bien rebelle et bien résistée contre le régime islamique, entourée des livres de ma mère. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais te demander, c'est que dans une dictature religieuse, avec beaucoup de propagande, de lavage de cerveau dès l'école, comment ça se passe, l'éducation dans les écoles avec un régime comme ça, et comment dans les familles iraniennes, il y a une résistance par l'esprit vive depuis 47 ans. Comment la dictature n'a pas éteint la flamme pour aspirer à plus de liberté et d'égalité? Moi, je dois tout d'abord dire que moi, je ne suis pas du tout nationaliste. Je me trouve une citoyenne sur la terre. Mais je dois dire sur le courage des femmes iraniennes surtout, des mères en Iran, qui ont résisté vraiment en cachette 47 ans. Par exemple, pour moi, en tant que fille d'une mère communiste, c'était pas du tout facile. Il y a pas mal de choses que c'était interdit dans notre maison. Par exemple, on n'avait jamais autorisé d'écouter la musique pop, mais la musique classique, oui. Mais pour une fille de 10 ans, c'était pas du tout intéressant. Moi, j'ai lu Germinal quand j'avais 11 ans, mais en persan. C'était un livre interdit en Iran, mais heureusement, on a un marché noir de littérature. On a accès de tous les livres qui sont interdits. C'est pas facile, toujours il y a des risques d'arrêter d'un prisonnier, mais quand même, moi j'ai eu la chance. Et il y a pas mal de familles qui toujours qu'ils avaient 2 vies parallèlement. On a une vie officielle, on porte le voile, mais nous, même les femmes iraniennes, on a changé le visage de voile. On n'a mis jamais le voile comme burqa, comme notre voisin. Toujours pour nous, c'était comme un objet juste pour dire que voilà. Et on accepte les règles islamiques juste pour rester vivant. Mais par exemple, boire l'alcool, c'est complètement interdit en Iran. Je pense que vous avez vu tous le film Cinéma Paradiso. Le scène final de Cinéma Paradiso, c'est le scène que j'ai encore rêve d'avoir ça en Iran. Parce qu'il y a 47 ans, moi personnellement, j'ai jamais vu en Iran 2 personnes en train d'embrasser, de baiser sur
écran de cinéma, c'est complètement interdit. Mais bien sûr, on a boue, on danse, on chante, on regarde tous les films du monde entier, mais tout ça illégalement en cachette. Et on résiste comme ça. Et je dois aussi parler des professeurs de collège, de l'école, de lycée, qu'ils ont fait un rôle. Ils acceptent les règles de régime islamique pour rentrer dans l'école, pour travailler, mais toujours en cachette. Ils nous ouvrirent les fenêtres sur la liberté. Moi, j'avais un professeur de littérature quand j'étais arrêtée la première fois à 17 ans. Et elle a sauvé ma vie. Et comme ça, il y a 47 ans qu'on a trouvé les différentes façons pour résister. Merci. Et je précise juste pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le film Cinéma Paradiso, on voit un projectionniste passionné de cinéma dans un village italien dans l'Italie fasciste. Et le cinéma est surveillé, le cinéma de quartier, et toutes les scènes sont censurées quand elles sont jugées un peu trop intimes. Et donc la scène magnifique, voilà, dont parle Martha, c'est de montrer d'affilée tous les baisers censurés. Et voilà, c'est beau de rêver de ça en même temps, voilà, que d'un symbole fort de liberté. Martha, toi qui aimes profondément et qui te confonds corps et âme avec tout l'Iran et ses combats pour la liberté, pourquoi tu as dû fuir le pays? Oui, comme je dis que je ne suis pas nationaliste, mais comme chacun d'entre vous, moi j'adore mes racines, ma langue maternelle, mon pays, notre culture. Et je me disais toujours, parce que moi j'ai commencé mes activités contre le régime et surtout pour égalité les femmes et les hommes depuis que j'avais 15 ans. Et après mon première arrestation, toujours les amis à l'extérieur en Iran, ils m'ont proposé de quitter mon pays. Et je me disais, moi, j'ai 1m62 et pour moi ça suffit juste une tombe pour mourir en Iran. J'ai jamais quitté mon pays. Mais j'ai arrêté plusieurs fois. En même temps, j'ai devenu mère. Je suis maman d'une fille, elle a 16 ans actuellement. Quand elle avait 6 ans, 7 ans, j'étais invitée à un festival au sud d'Iran, dans une très belle île, qui malheureusement maintenant c'est sur le bombardement. Et je me disais, je profite de cette situation, j'y vais avec ma fille. Mais là-bas, il y a un homme de gardien de révélation qui on dit c'est pas Pastaran. Il m'a approché, il m'a demandé pourquoi t'as pas de voile. Moi, j'ai même pas une photo avec le voile. J'ai jamais accepté. Et je lui disais, parce que c'est obligatoire, moi j'accepte pas. Et il m'a attaqué, il m'a tapé avec une chaise métal, il a cassé ma tête. Je vous propose pas de regarder le photo que ça diffusait partout sur internet, mais si vous cherchez mon nom et mon prénom, c'est sur Google. Et après, ils m'ont ramené au tribunal avec ma fille, avec plein de sang sur mon visage. J'avais besoin d'aller en hôpital, j'avais des vertiges, et vraiment, j'aurais dû mourir. Et ils m'ont dit que soit tu dois signer un papier, tu dois écrire que je suis désolée, c'était ma faute, et j'ai promis de porter le voile et de ne pas écrire les poésies. Sinon, tu dois aller encore en prison, mais cette fois-ci avec ta fille. J'ai accepté tout de suite. J'ai signé le papier, je suis allée en hôpital. Le lendemain, quand je retourne à Téhéran, j'ai reçu une lettre de la part du tribunal. Il y avait un juge, Razi Morisset. Il était très connu pour les opposants du régime. Heureusement, il était tué il y a quelques semaines. Je peux dire heureusement et malheureusement, parce que j'avais vraiment envie de lui voir dans un vrai tribunal. Mais c'était à cette période que j'ai décidé, c'est pas une décision, j'étais obligée de quitter mon pays pour rester vivant et pour écrire en liberté, pour être témoigné sur notre vie des Iraniens. Et justement, comment tu as pu fuir? Et tes premiers mois
tes premières années en France. Comment ça s'est passé sans parler un mot de français avec une fille de 7 ans et sans aucun revenu? C'était très difficile quand même. J'avais connaissé le mot magie merci. Parce qu'en Iran aussi, on dit merci. Mais tout d'abord, nous sommes allés en Turquie. Après, j'avais un visa de la part de l'Italie. Nous sommes allés en Italie. En Italie, il y a une association pour demandeurs d'asile. Ils me disaient que tu es sur le nom de liste des gouvernements iraniens. C'était à l'époque du président Rouhani. Les gouvernements italiens, ils ont invité le président Rouhani. Ils me disaient que c'est mieux que tu as quitté l'Italie plus rapidement, plus rapide que possible. Et j'ai acheté 2 billets pour Paris. Je suis arrivée à Montparnasse et j'ai 3 images que ça reste toujours dans mon corps. Il faut que j'ai écrit un jour sur ces 3 images. Première image, j'ai vu beaucoup de soldats avec de grandes armes, on dit, et j'avais peur. Ça me donnait beaucoup de stress parce que je me souviens des soldats iraniens, pas iraniens, des soldats qui travaillent pour le régime d'Iran. Moi, j'ai lu beaucoup sur Paris, j'ai lu beaucoup la littérature française, tous en persan. Et Paris, pour moi, actuellement, c'est la ville de l'amour, de la liberté. Et quand je suis arrivée aussi, j'avais envie de voir une image comme ça. Mais première image, c'était les soldats. Deuxième image, j'ai vu une famille syrienne. Ils ont été assis à côté de la gare et ils ont demandé l'argent. Ça aussi, c'était très triste pour moi. Mais le 13e image, c'était adorable, magnifique. J'ai vu 2 hommes gays, ils ont été embrassés. Et j'ai jamais vu ça dans ma vie avec mes yeux. Et j'étais comme ça. Et ma fille, elle m'a dit, maman, j'ai soif. Je dis, oui, attends ma belle, attends. Et j'avais envie de leur prendre dans mes bras et de leur dire, vivre l'amour, vivre la liberté. Parce qu'en Iran, cette scène, c'est le pain de morte. Ils ont arrêté tout de suite et ils ont exécuté les hommes qu'ils ont gays. Et ça, pour moi, c'était très intéressant. Mais c'était pas du tout facile. Moi, je cherchais beaucoup pour trouver l'endroit que je dois donner mon demande pour être réfugié politique. C'était pas du tout comme maintenant. Maintenant, on peut trouver toutes les informations sur Internet. Il y a 8 ans. Bref, j'ai trouvé Perfectour. Je suis allée au Perfectour. Je disais à la dame qu'elle était là-bas, excuse me, can you speak English? Elle m'a regardée, elle m'a dit, madame, vous êtes en France, il faut que vous parlez français. Je dis, mais désolée, il y a 10 jours que je suis arrivée. Elle m'a dit, non, je comprends pas du tout. Et c'était très difficile. Après, j'ai trouvé un traducteur, alors que j'avais pas du tout l'argent. Je lui payais, il m'a accompagné. Et ils me disaient qu'ils ont pris mon demande, mais ils me disaient qu'on n'a pas de place. Ils m'ont donné un numéro de téléphone 115. J'appelais au 115, j'attends 2 heures. On dit derrière le lit. J'attends 2 heures sur le ligne de 115. En ligne, merci. En ligne. Et après, il y a une dame, elle m'a dit oui, bonjour. Je dis excuse me, can you speak English? 2 heures. Et je commençais à pleurer. Et après, je suis rentrée dans une librairie. Ça me touche toujours parce que la démarche administrative en France, à mon avis, c'est catastrophe. Vraiment, c'est fatigant. Mais les gens, maintenant, j'ai vraiment envie de dire mes compatriotes français. J'ai pas encore mon nationalité, mais petit à petit, je me sens pas exilée. Toujours, il me reste un côté d'exil, bien sûr, mais je suis en train de trouver mes racines grâce à mes amis français. Je pense que maintenant, partout, dans toutes les villes en France, il y a une maison toujours porte ouverte, avec les bras ouverts pour m'accueillir. Les gens en France, ils sont adorables, toujours.
Et voilà, j'ai raconté à une dame libraire, je lui racontais mon situation, elle m'a donné des cafés, elle m'a pris dans ses bras, et elle m'a dit, bah, bien sûr, moi je parle anglais et je vais appeler à ta place à 115. Elle a resté 2 heures en ligne et à la fin, j'ai réussi, je suis allée, j'étais hébergée dans un camp réfugié au sud de Paris. J'aimerais bien de sensibiliser les peuples sur cette situation de camp réfugié. C'est horrible. On a resté 2 ans et 7 mois. Tout d'abord, on a changé plusieurs camps. Et à la fin, on a resté 2 ans et 7 mois dans une chambre 6 mètres carrés, sans toilette, sans salle de bain, sans autorisation de cuisine, mais pas sans réfrigérateur. Ça, c'est une chose évidente. Et moi, j'ai vu le film La vie est belle. Ma vie s'est alliée beaucoup avec le cinéma. Et je me disais, mon situation, c'est pas plus pire que La vie est belle. Et toujours, j'avais essayé d'être contente, de garder mon grand sourire, de jouer avec, pas juste avec ma fille, avec tous les enfants qui ont été dans le couloir de camp réfugiés sans rien faire. Et voilà, ça commence comme ça. Martha, aujourd'hui, les modèles des jeunes, entre les footballeurs et les TikTokers, entre une violence exacerbée, la valeur de l'argent et du matérialisme, la bêtise malheureusement majoritaire, pourquoi écrire encore des poèmes? Bonne question. Ma mère, toujours, elle m'avait dit que ta tête dans l'air. Et vraiment, elle a raison. Moi, je pense que tout d'abord, la littérature, c'est nécessaire dans le monde actuel. C'est une manière de résistance contre l'obscurité, mais aussi pour être un poète ou un écrivain indépendant, exilé, dans un pays qui ne parle pas encore bien leur langue, ça a besoin de beaucoup de folie. Et moi, je suis bien folle. Ah, vraiment. Même ici, j'avais des opportunités avec la littérature de gagner pas mal de l'argent, mais avec un parti politique que j'accepte jamais. Et pour moi, vraiment, ça compte pas du tout l'argent dans ma vie. Bien évidemment, on a besoin de l'argent juste pour rester vivant, pour manger. Et moi, j'ai besoin un petit peu pour ma fille. Mais vraiment, ma folie, c'est la littérature. Et je pense que c'est mon responsabilité parce que toujours, je disais que j'aurais de mourir. Et en vrai, j'ai vu la mort avec mes yeux. J'ai vu comment les gouvernements iraniens, ils ont exécuté des gens dans la rue d'Iran. J'ai perdu beaucoup des amis, des vrais amis, qui ont été très chers pour moi, en prison. Et je me disais, ça c'est une responsabilité pour moi, maintenant que j'ai réussi, je suis un survivant, mais pas du tout une victime. Maintenant que j'ai réussi de rester vivant, je dois être la voix, tout d'abord, des peuples iraniens, des femmes, et si je réussis un jour, la voix de gens dans le monde entier qu'ils n'ont jamais bien entendu, jamais bien écouté. Et cette folie, c'est vraiment, je peux dire c'est mon choix, et aussi c'est pas un choix parce que je pense que je suis née comme ça. Et je peux jamais passer comme ça des choses que ça passe dans notre monde. Justement, dans tes poèmes, il y a beaucoup de lectures au second degré, et il y a toujours 2 sens. Et beaucoup, souvent, il est question d'amour, de liberté. Est-ce que aimer, ça rime avec liberté pour toi? Avant que je te réponde, je voudrais dire quelque chose sur la poésie, sur mon travail ici en France. Parce que aujourd'hui, j'ai eu la chance, j'ai invité dans plusieurs, je pense plus que 77 festivals partout en France et en Europe. Et maintenant, mon agenda, mon emploi de temps, c'est complet jusqu'à 15 avril.
il y a un mois que j'ai pas du tout dormi chez moi, mais je voudrais dire que c'était pas du tout facile. Au début, quand j'ai déjà publié quelques livres en persan, mais tous mes écritures sont interdits dans mon pays. J'ai jamais publié un livre en Iran. J'ai publié les livres en persan à l'extérieur d'Iran. Mais quand j'ai commencé ici en France, j'avais une assistante sociale. Un jour, elle m'a demandé quel est votre métier. Je lui disais, je suis écrivain et poète. Elle m'a dit, mais madame, un vrai métier, avec un vrai contrat, un vrai salaire. Je dis, pour moi, ça c'est vrai. Elle m'a dit, non, ici en France, c'est pas possible de vivre comme ça. Vous pouvez être femme de ménage, serveuse. Je lui disais, j'ai déjà travaillé comme femme de ménage. Vraiment, j'ai travaillé en France quand je suis arrivée. J'ai travaillé comme serveuse dans un resto. Et ça aussi, bien sûr, c'était difficile, mais pour moi, c'était en même temps intéressant pour trouver des sujets, de parler avec des gens, pour dire que j'ai cassé beaucoup de tasses. Vraiment, j'étais catastrophe, mais en même temps, tout le monde dans le quartier, ils ont été au courant que voilà, il y a un poète tête dans l'air qui travaille ici. J'ai trouvé beaucoup d'amis. Mais bref, j'ai publié mon premier livre avec une maison d'édition arnaque, méchante, mais j'adore ce livre. C'est mon enfant handicapé. Je prends dans mes bras et j'ai commencé mon voyage avec mon premier livre, 1000 vies inachevées. Et vraiment, doucement, j'ai tapé toutes les portes jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, moi, dans le monde poésie, j'ai trouvé mon place. Pas encore complet, mais je suis très contente. Mais j'ai écrit un roman, il s'appelle Écrire au couteau. Pour cet roman, j'ai gagné le bourse de littérature étrangère de CNL. Je suis première femme iranienne qui a gagné cette bourse. J'ai pas encore réussi de publier cet roman parce que y a beaucoup de difficultés. Mais je pense que je reviendrai avec mon roman, j'espère. Mais par rapport à ton question, bien sûr, l'amour et la liberté, pour moi, il y a la même valeur. Parce que moi, peut-être, parce que je suis née dans un pays totalitaire avec beaucoup de limites, surtout les limites sur les femmes. Notre voix, c'est interdit en Iran. Notre corps, c'est interdit en Iran. Et sur l'amour, peut-être c'est pas bien compréhensible pour les gens de pays libres comme la France, alors que je sais bien votre liberté aussi, c'est grâce à vous, grâce à votre courage, surtout le courage des femmes françaises, que je suis admirative. Mais en Iran, même dans l'amour, dans une relation privée entre femmes et hommes, toujours, même avec les plus hommes intellectuels, je suis désolée des hommes iraniens qui sont chers pour moi, quand même ils sont courageux, ils nous accompagnaient dans notre combat. Mais la plupart des hommes, ils ont envie de limiter surtout les corps des femmes. Et c'est pour ça, pour moi, l'amour et la liberté, c'est la même sens. Et je peux jamais imaginer l'amour sans liberté. Je crois l'amour libre, 100% libre. Et Martha, l'idéologie qui t'a fait du mal, qui t'a meurtri, qui t'a mise en prison, qui t'a torturé, qui t'a poussé à fuir, elle est hors frontières, elle existe aussi ailleurs. Alors comment tu vis ton exil? Est-ce que tu es complètement en sécurité, le fait d'avoir fui l'Iran? Et comment tu t'engages encore au-delà même de tes poèmes? Est-ce que ça a encore du sens pour toi, hors frontières, de t'engager pour des causes? Comment tu vis l'exil? Et qu'est-ce qui te donne la force? Merci, c'est une grande question. Tout d'abord, comment je vis l'exil? C'est pas du tout facile. Moi, je disais toujours, vous me voyez maintenant en tant qu'une femme avec un grand sourire, quand même avec un petit peu succès dans la poésie, mais moi j'ai vu 10 000 cadavres sur mon dos. J'ai mon pays caché dans mon corps. J'ai ma langue maternelle toujours derrière de ma bouche. C'est très difficile. En même temps, je suis contente. Je suis en train de vivre mes rêves, d'écrire en liberté sans limite. Mais j'avais ce rêve
dans mon pays. J'avais envie de voyager ici, de venir ici, mais écrire dans mon pays. Et c'est paradoxal pour moi, cette situation. Aussi, ma fille, elle est grandie ici, elle est bien éduquée ici. J'ai beaucoup d'amis français qui ont... Karine, maintenant, pour moi, c'est ma sœur. J'ai beaucoup d'amis français qui sont très chers pour moi et je me disais, alors, où un jour je peux ouvrir mon valise, où je peux dire que voilà, je peux rester ici parce que j'ai pas d'envie de quitter mes amis français aussi. J'ai pas d'envie... et aussi, j'ai envie de voir mes familles, mes amis en Iran. Ici aussi, c'est... Petit à petit, ça devient mon terre. Tout ça, c'est paradoxal, c'est déchirant. Je pense que je suis en train de déchirer dans cette situation. Mais pour mon engagement, j'ai trouvé, peut-être ce n'est pas un bon mot, je donnais un nouveau devoir pour moi-même, une nouvelle responsabilité ici par rapport à France, parce que la laïcité, c'est une grande valeur pour moi. Je sais que c'est sensible, ce thème. Parfois, les extrêmes droites utilisent de ce thème. Mais la vraie laïcité, c'est une grande valeur pour moi et la liberté d'expression. C'est pour ça, moi, parallèlement, j'ai travaillé en tant que bénévole avec le comité laïcité. J'y vais dans plusieurs collèges et lycées et je parle avec les étudiants sur mon parcours, sur la valeur de la laïcité et liberté. J'ai beaucoup de followers sur Instagram, j'ai un grand réseau social, mais je suis fière qu'il y a beaucoup de mes followers, ils sont des étudiants français. Et on reste toujours en contact. À chaque fois, après chaque lecture, ils m'ont envoyé des messages, des poèmes. Il y a un garçon hier au lycée, en privé, quand c'était fini mon lecture, il m'a demandé, alors madame, moi j'ai envie d'être un homme féministe, qu'est-ce que je dois faire? Et ça, c'est un grand espoir pour moi. Mais toujours, j'ai menacé aussi beaucoup. Actuellement, mon situation, c'est un petit peu stable, mais moi j'étais seule iranien que j'ai accepté d'être dans la cérémonie de Salman Rushdie. Je pense que vous savez, Salman Rushdie, il avait un fatwa de la part du guide suprême d'Iran. Khomeini, il a demandé des gens qu'ils ont tué Salman Rushdie. Et après l'attaque de Salman Rushdie, moi j'ai accepté d'être dans la cérémonie de Salman Rushdie avec les caricaturistes de Charlie Hebdo, qu'ils ont dessiné en direct sur mes poésies. Et après ça, le soir de cérémonie, ils ont attaqué de salle. Les policiers, ils ont arrivé dans la salle. La salle était fermée pendant quelques heures. Après, j'ai reçu beaucoup de menaces. J'étais obligée d'avoir 2 gardes-corps pendant 1 an et demi. Mais actuellement, je suis stable. Et il y a une partie en France quand même, je dois dire, quand je dis de mal, je dois dire le bonne chose aussi. Le démarche administrative, encore je dois dire, c'est catastrophe. Mais il y a en partie pour les sécurités des gens comme moi qui, quand même, ils travaillent pas mal. Je peux pas dire très bien, mais ils travaillent pas mal. Mais j'ai peur, bien sûr, parce que je suis humaine, mais j'ai jamais autorisé de mon peur de m'arrêter. Et justement, Martab, en ce moment particulièrement, l'actualité de l'Iran semble tragique. Et comment tu vis tout ça? Est-ce que tu as des nouvelles de ta famille, de tes amis restés là-bas? Tu connais plein de gens, et notamment à Téhéran. Comment tu vis ça? Dans quel état d'esprit tu es? Qu'est-ce que tu espères pour la suite? C'est très difficile parce que quand tout d'abord, je dois dire qu'il y a 47 ans qu'on a descendu dans la rue, on a manifesté, on a donné notre vie pour avoir la liberté, pour avoir une vie normale, comme ici en France.
Iran, c'est un pays moderne, les gens, ils ont bien cultivé, éduqué, et les jeunes, vraiment, ils avaient envie, en cachette illégalement, comme les jeunes en France. La littérature française, c'est très connu en Iran, les chansons françaises, c'est très connu en Iran. On avait envie d'avoir une vie normale. À la fin, on avoue que non, c'est pas possible, on n'arrive jamais, parce qu'il y a un mois avant de la guerre, le régime actuel, ils ont tué 70 000 personnes dans la rue. On a demandé une intervention militaire légitime. Mais légitime, pour nous, ça veut dire les pays européens, aux Nations Unies, pas l'attaque des États-Unis et Israël. Bien sûr, on était très contente pour le mort de Ali Khamenei. On était très contente pour les morts, pas mal des gens de gardiens de révolution. Mais est-ce que la guerre, ça nous conduit jusqu'à la liberté? Moi, je ne pense pas. Aussi, est-ce qu'ils ont commencé cette guerre pour notre liberté? Moi, je suis sûre que non. Malheureusement, on a un pays très riche. Je dois dire heureusement, mais malheureusement. On a des pétroles, on a des gaz. C'est pour ça qu'ils n'ont jamais laissé notre pays dans notre main. Si moi, c'est mon rêve de décider les peuples iraniens pour notre pays, et je rêve que les femmes, ils arrivent en pouvoir en Iran. On a le seul pays qui en a 2 lauréats de prix de Nobel de la paix, 2 femmes, Narges Mohammadi et Shirin Ebadi. Et ils sont capables, les femmes en Iran, ils sont capables de faire les choses, de diriger, on dit, notre pays. Aussi, pas mal des hommes qu'ils sont tous actuellement en prison, où ils vivent en cachette, mais malheureusement, actuellement, mon peur pour l'Iran, c'est plus grand que mon espoir. Et quand j'ai vu les films, il y a 2 semaines maintenant, j'ai pas aucune nouvelle de mon père, de mes familles, de mes amis, surtout mes amis qu'ils ont en prison. Je suis très inquiète pour eux. Et c'est très triste quand j'ai vu les films de ma ville, Téhéran. Je suis née en Téhéran, je suis grandie à Téhéran, j'étais un prisonnier à Téhéran. Maintenant, j'ai vu Téhéran bombardé partout. Ça reste rien de mon pays. Et ça, c'est très triste pour moi. Pour finir ce temps juste d'échange, vous pourrez poser des questions après, mais plutôt à la fin de cet échange et quand il y aura eu les lectures de poèmes, parce que vous êtes très nombreux et sinon ça nous prendra toute l'heure. Juste, je termine par un mot avant de présenter toute l'équipe qui est vraiment remarquable parce que vous voyez peindre derrière. Je finis par un mot en farsi après, que j'ai appris la semaine dernière, c'est la petite surprise finale. Merci beaucoup à Christian Laridon, qui peint en direct, qui fait une performance artistique chaque fois remarquable. Un grand merci. Sa présence est un immense cadeau et ça ajoute des touches d'émotion en direct. On a la surprise supplémentaire. Et Christian est à l'initiative de toute la balade du bout du monde où les artistes se réunissent certains dimanches, Christian ? Tous les premiers dimanches du mois. Donc d'avril à octobre, voilà, et donc il a initié ça. Merci à notre accompagnement musical ici, Jean-Paul Albert, qui prend Merci beaucoup pour la captation des vidéos et Jolion d'Erfeuil, remarquable vidéaste et poète, nous accompagne depuis hier en filmant l'intégralité de tous nos événements pour essayer de restituer et d'en faire des traces. Merci infiniment Jolion de toute ton aide depuis hier. Lily, je te présenterai à la fin pour la petite surprise
La semaine dernière, j'étais donc à un colloque organisé par Comité Laïcité République, un magnifique colloque de qualité de 3 heures de pensée et d'humanisme pour la journée des droits des femmes. C'est d'ailleurs là qu'on s'est connus avec Martha il y a 5 ans. Donc remarquable, et en échangeant avec la célèbre sociologue Shala Shafik, j'ai appris un mot que je ne sais pas dire, mais que je trouve magnifique, et donc je vous le partage. C'est un mot persan qui signifie à la fois amour, amitié et soleil. Et on dit, alors je vous le dis avant, M-E-H-R, donc mère, mais c'est pas du tout comme ça. Et il se trouve que c'est le jour, donc la deuxième fête la plus connue en Iran, et le jour anniversaire de Martab. Donc je termine. Ça c'était pas mon choix, ça c'était pas mon combat, c'était la chance. Mais oui, ce mot, on dit mère. Mère, c'est très difficile pour vous parce qu'il y a de H et R. Oui, c'est très difficile. C'est mère, et le fait pour nous, c'est 2 octobre, 10 mère, elle s'appelle Fête de Mehregan, et on fête l'amour, l'amitié et le soleil. Mais bien évidemment en cachette actuellement, parce que c'est complètement interdit avec le régime actuel. Merci. Donc là, j'imagine que vous êtes très impatient d'entendre la musique de sa langue. Et j'ai jamais lu ce poème devant le public, c'est très difficile pour moi. J'avais essayé de lire là-bas pour bien respecter les gens qui vont sortir, mais j'ai pas réussi de finir. Mais maintenant, je voudrais finir. Et elle s'appelle Tehran, mon amour. Je vais vous lire en persan, mais après, chère Karine, elle va lire en français. Tehran man, معشوق بیچاره‌ام. تهران زخمیم، تهران پرتناقض غمگینم، تهران خاکستری من، تهران از نفس افتاده‌ام، تهران دیوانه‌ام، زنده بمان و یک بار دیگر به من فرصت دیدارت را بده. میخواهم دوباره در تو متولد شوم، در تمام کوچه هایت آواز بخوانم، با تمام درخت هایت برقصم، از تمام دست فروش هایت کتاب بخرم، تمام فیلم های سینماهایت را ببینم، در تمام خیابان هایت انقلاب کنم، بر سر تمام 4 راه هایت لبهای رهگذران را ببوسم، بر قله کوه هایت سرود کوهستان بخوانم، با گنجشک هایت صبحانه بخورم، در تمام ایستگاه های متروات ساز بزنم، درهای زندان هایت را باز کنم، خاک شانه هایت را بتکانم. تهران من که خاک نیستی، که وطن نیستی، که منی، که تنی، معشوق زخمی ایستاده بر جای منی. تهران من زنده بمان، من را ببخش و بغل کن، بگذار در مقابل چشمهای خستت برهنه شوم، بگذار آن زن دیوانه‌ای باشم که دوستش داشتی، سرت را بگیرم لای پستانهایم و برایت لالایی بخوانم. تهران خسته من، معشوق من، طفلک من، در من بخواب، در تو به دنیا آمدم، بگذار در تو بمیرم. Téhéran, mon amour. Téhéran, mon amour. Mon pauvre amour. Mon amour blessé. Mon triste Téhéran écartelé. Mon Téhéran de cendres. Mon Téhéran à bout de souffle. Mon Téhéran fou,
reste en vie et offre-moi une chance de te revoir. En toi, je veux renaître, par toutes les rues chanter, avec tous les arbres danser, acheter des livres chez tous les camelots, voir tous les films dans les cinémas, dans toutes les rues faire la révolution, embrasser les passants à chaque carrefour, chanter l'hymne des montagnes sur tous les sommets, petit déjeuner avec les moineaux, jouer de la musique dans toutes les stations de métro, ouvrir les portes des prisons, secouer la poussière de tes épaules. Téhéran, mon amour, tu n'es pas une terre, tu es moi. Téhéran, mon amour, tu n'es pas une terre, tu n'es pas une patrie, tu es moi. Tu es mon corps, mon amant blessé toujours debout, reste en vie. Pardonne-moi et prends-moi dans tes bras. Laisse-moi me déshabiller devant tes yeux fatigués. Laisse-moi être la femme folle que tu aimais. Couvrir tes blessures de ma peau brûlante. Prendre ta tête entre mes seins et te chanter une berceuse. Mon Téhéran épuisé, mon amour, mon enfant, dors en moi. En toi, je suis née. Laisse-moi mourir en toi. On continue la musique. Tout à l'heure, Martha n'a pas dit le titre de son recueil qui vient de paraître en janvier 2026. Donc je vous le dis, donc aucune main n'exécutera notre liberté. On a quelques exemplaires de l'édition parisienne, voilà, qui nous en envoyait juste 20. Et encore, je crois que il n'en reste plus 20. On en a vendu 20 hier, hein. Donc on a tout le stock parisien, il n'y en avait pas plus. Mais voilà, vous pourrez régler en monnaie ou en carte, et je vous le dis juste, voilà, c'est précieux à dédicacer potentiellement. Toujours, je demande, est-ce que c'est encore intéressé pour vous de lire en persan ou pas? Oui. Aussi, il y a des amis persanophones. Et merci d'être venu. Merci, on m'a dit. Ça, je peux dire le premier livre en français, Prends-moi dans tes bras. مرا در آغوش بگیر، مرا در آغوش بگیر، مرا در آغوش بگیر، که زبانم به هر کلام دیگری بسته است. به من بگو قبل از آن که در تمام خیابان‌های غربت گریه کنیم، به چه زبانی حرف می‌زنیم؟ به من بگو قبل از دیدن آن همه گور جوان با دهان‌های باز، با کدام زبان میگفتم دوستت دارم؟ همزاد، هم سرنوشت که پیش از تولدم در اولین خواب من بودی، بگو کی به دنیا آمدی؟ که مادرم میگوید زمان قتل عام کبوترها بود. از ماه خون میچکید، ستاره ها سرخ بودند و صدای جیغ زنها تا صبح ادامه داشت. بگو در کدام جغرافیای بی جهت به دنیا آمدیم که ترس مثل حفره‌ای سیاه در چشمهایمان جا خوش کرده است. در قلبم خون لخت بسته است
بگو چرا تا چشمهایم را روی هم میگذارم پرنده ها مثل برگ پاییز بر زمین میریزند و دختری در میانه مرداد آنقدر سردش میشود که حتی در آتش دستان تو باز سردش است. مرا در آغوش بگیر، مرا ببوس، در تنم جنگ است. هر کجای جهان کسی گریه می کند در من برجی فرو می ریزد که خون در قلبم لخت بسته است و انگار باید اندوه تنهایی تمام آدمها را مرا در آغوش بگیر و سرم را از فکر خالی کن، از تصویر خالی کن. جای شلاق هایی که تو خورده ای بر پوست نازک من می سوزد. کسی در تاریکی اتاق به جیغ های من خود ارضایی می کند. کلماتم را از من دزدیده اند. مرا در آغوش بگیر، بگذار جهان در آغوشت از هر چه غیر از تو اعلام آتش بس کند. Prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras, prends-moi dans tes bras. Ma langue est scellée à tout autre mot. Dis-moi, avant que nous pleurions dans toutes les rues de l'exil, dans quelle langue je te disais je t'aime? Dis-moi, avant de voir tant de jeunes tombent aux bouches ouvertes, dans quelle langue je disais je t'aime? Mon double, mon semblable, mon compagnon de destin, toi qui étais là avant même ma naissance, dis-moi, quand sommes-nous nés? Ma mère dit que c'est au temps du massacre des colombes. Du sang coulait de la lune, les étoiles étaient rouges. Les cris des femmes ont duré jusqu'à l'aube. Dis-moi, dans quelle géographie absurde nous sommes nés? Là où la peur, comme un trou noir, s'est installée à jamais. Dans nos yeux, le sang a coagulé dans mon cœur. Dis-moi pourquoi, chaque fois que je ferme les yeux, les oiseaux tombent comme les feuilles d'automne. Et pourquoi une fille au cœur du mois d'août a si froid que même dans les flammes de tes mains, elle reste glacée. Prends-moi dans tes bras, embrasse-moi. Dans mon corps, il y a la guerre. Partout dans le monde, quelqu'un pleure. En moi, une tour s'effondre. Le sang a coagulé dans mon cœur. Et il me semble que je dois porter seul le poids de toutes les douleurs humaines. Prends-moi dans tes bras, vide ma tête, efface les images. Là où les coups de fouet que tu as reçus brûlent sur ma peau fragile. Quelqu'un dans l'obscurité de ma chambre se masturbe sur mes cris. On m'a volé mes mots. Prends-moi dans tes bras, laisse le monde dans tes bras déclarer un cessez-le-feu contre tout ce qui n'est pas toi. Je voudrais dire une chose par rapport à la traduction. Je dois dire deux choses. Tout d'abord, c'est très difficile de traduire les poèmes. Aussi, moi, mon manière d'écriture, c'est double sens. Quand, par exemple, dans cette poème, je dis au milieu du mois de août, pour les gens qui sont non iraniens, c'est le mois de août.
alors que pour nous, les Iraniennes, 5 ans après la révolution islamique, ils ont exécuté 4000 personnes, des opposants, surtout les communistes, en prison. Et mon père, il était en prison à cette époque-là. Et à chaque fois que je pense, toujours en mois de août, qu'il y a un grand chaleur, moi, quand j'arrive à 15 août, le jour qu'on était devant la prison pour raconter mon père, on apparaît aussi. Heureusement, mon père, il n'est pas exécuté, mais toujours, je me sens bien cette froid dans mon corps. Et ça, on ne doit pas expliquer les poésies, mais juste j'avais envie de dire que c'est difficile de traduire. Aussi, moi, j'ai travaillé avec un traducteur, on dit. Non, une traductrice et un traducteur. Ah, les articles féminins, c'est avec 2 traducteurs, je peux dire, simplement. Pour ce livre, mais ils ont connaissé mon situation. Je suis toujours active contre le régime actuel. Et ils ont très envie de voyager en Iran. Ils en avaient peur et ils ont décidé de rester inconnus. Et ça me touche beaucoup parce que pour une chose simple, pour traduire les poèmes, quand les gens ils ont décidé d'être inconnus, voilà, je voudrais dire ça aussi. J'ai écrit un petit paragraphe au début du livre sur cette situation. C'est la réalité des artistes menacés, hein. Ça veut dire que même pour la communication du Printemps des Poètes sur le site de la ville, d'habitude le crédit photo, on met le nom, mais pas pour Martin. Non mais c'est vrai, c'est que je pense que il faut éclairer les angles morts et mettre des mots sur les cécités, parce que en fait c'est ça la réalité des choses. Et plus on se tait, et plus les barreaux et les menaces sont fortes. Donc si aucune voix ne s'élève et que c'est la peur qui fait céder, voilà, collectivement on n'y sera jamais. Merci en tout cas de la force que tu as apportée malgré les menaces, ces combats vers plus de lumière et de liberté. Et c'est un hommage justement à toi, à tout le peuple iranien, remanié donc il y a peu. Et donc c'est un poème qui s'appelle Femme, vie, liberté. Femme, vie, liberté. Un peuple cœur de lion résiste dans l'ombre aux gardiens de la révolution qui tuent religieusement dans le silence du monde depuis presque 50 ans. Tant de sang versé depuis le soleil volé à votre drapeau. Elle sera vive, la liberté déployée, quand viendra la libération. Les chaînes des bourreaux ne briseront pas le roseau. Des 4 coins d'Iran, on écrit, on s'écrit, on s'insurge, on espère, on rêve, on met les voiles au bout de longs bâtons comme des oriflammes contre tous les bâillons qui musellent l'esprit, embastillent les corps pour contraindre les femmes, les penseurs, les amants, les athées, les artistes, les croyants et les foules en les embrigadant, disparant à Kaboul. De nombreux cœurs battants ont payé de leur vie leur doux désir d'aurore. Contre les rigueurs tristes de ces hommes en jupons, mollahs ou talibans, des vieillards en turban, ombre obscure et mortelle, les policiers des mœurs, dictant la loi des pères, le front taché de brun à force de prière, le poil dru, l'œil sévère, suivis de leurs séides, soldats à peine pubères, qui s'avèrent plus cupides que vertueux fidèles devant l'argent facile. Parant le viol d'Atour, ces mensongers faussaires, ces pourfendeurs d'amour jettent partout l'opprobre sur ceux qui sont sincères. Sous un ciel opportun qu'ils ont taillé pour eux, ces tartuffes en robe, hirsutes et menaçants, épousent sans ciller des enfants de 9 ans. Quel inégal combat! Quand on a d'un côté des cheveux en bataille, dénoués jusqu'à la taille, des poèmes et du vent, des baisers et des chants,
Et, à l'autre versant, la crosse des mitrailles, des bigots, des tyrans, des barbes et des larmes, la matraque et des gaz. Qu'ils sont beaux et puissants, ces anonymes héros, debout dans la tornade, front fier devant l'éclat, poings levés et fervents, à nu contre leurs armes. Envole-toi, Pégase, déploie tes ailes immenses, qu'un vent de liberté souffle sur tes rangs. Que l'ivresse des sens te ramène à la vie, brise tes cadenas, vibrer et penser, pense. C'est un nouveau soleil qui séchera tes plaies, loin des dictats d'antan, loin de ce qui t'écrase, loin de l'obscurité. Un livre des merveilles te reste à dessiner pour contrer les violences. Elle est blessée, la bête, donc cruelle à pleurer. Elle défend son empire en ciblant sa jeunesse. Plus de fenêtres ouvertes, on rafale dans la nuit, entre l'exil et le tombeau, les sacs de corps inertes s'amoncellent dans les rues. N'entends-tu pas leurs cris, toi qui regardes ailleurs? Chut, silence, on tue depuis 47 ans. Mais les chaînes des bourreaux ne rompront pas le roseau. La grandeur de la Perse rallumera ses flambeaux. Sur sa bannière tronquée, pour que germent les graines de prometteurs pistils, pour des demains qui chantent, pour combler les fissures, arracher les œillères qui obstruent les cerveaux, pour l'espoir de connaître, après le jour, l'effroi, après les âpres lois d'un livre anachronique datant du 7e siècle, parfois pris à la lettre, après l'enfer de Dante, après les pleurs à sec sur les tristes figures, pour faire resplendir l'éclatante lumière, diffuser les ouvrages dans les bibliothèques, pour ôter les grillages des inepties béantes, qu'un chant des partisans oppose aux fossoyeurs et leur armée grouillante la folie des splendeurs. Sur un pont suspendu, un couple danse et s'aime. C'est ainsi qu'ils résistent au geôlier de l'ombre. Dans leurs yeux éperdus, dans leur corps qui s'élance, dans leurs bras qui s'enlacent, c'est la vie qui persiste. Et s'ils se sacrifient, même s'ils sont battus, sur un pont suspendu, un couple danse et s'aime. Et c'est un tel spectacle que les muselières tombent, que les verrous s'entr'ouvrent, que les dictateurs tremblent. Il n'y a plus d'obstacle quand c'est la peur qui cède. Un clin d'œil, c'est que donc parfois on a la chance à Angers d'avoir une scène poétique très vive avec de la poésie orale, des soirées slam qui ont lieu grâce à Malik qui les anime au Welsh, le bar du Welsh. On a une mensuelle et en milieu de semaine, souvent donc les mercredis soirs, la salle est comble au 2e étage. Ça veut dire que presque jusqu'à minuit, en ayant le réveil qui sonne tôt le lendemain, les gens viennent toujours et reviennent plus nombreux encore écouter des poèmes. Et sur ces scènes slam, un auteur très laséen, Willy Dess, a eu l'idée de fédérer quelques voix, 8, d'y ajouter sa touche de folie, d'improvisation, de musique, en nous proposant des sortes d'amusements amicaux et artistiques pour mettre en musique les textes de slam.
Le slam, c'est pas plus de 3 minutes, sans artifice. On a le droit de chanter, mais pas de musique, rien. Pas plus de 3 minutes, un texte personnel. Et donc, l'idée était de faire vivre un dernier texte pour ce moment avec la voix des sans-voix. C'est un texte pour celles qui n'en ont pas, pour les femmes afghanes. Est-ce qu'il y en a dans la salle? Parce qu'hier, il y en avait à l'Institut municipal, des femmes afghanes. Elle a dit au revoir, elle a fait Bon. Tout est vrai dedans. Ce qui a déclenché l'écriture de ce poème, c'est en entendant il y a 2 ans que la seule voix qui venait du dehors dans les foyers pour les femmes qui n'avaient aucune autorisation de sortir, ni de parler, ni sous le toit, ni dans la rue, c'était des radios. Et c'était une descente pour même ça, les détruire. Tout est vrai, et ça s'appelle « Il fait toujours nuit dans ma tombe ». Nuit dans ma tombe. Le soleil est hors de portée. Ma seule fenêtre sur le monde, c'était une radio. Une voix du dehors comme une amie lointaine. C'est un précieux trésor, la force des mots. C'était l'unique fontaine dans ma vie asséchée. Ils l'ont coupé hier. Ils ont tari les ondes. Depuis, le silence est plus dense, les portes sont mieux scellées, je me sens plus à l'étroit entre 4 murs épais. J'asphyxie, j'étouffe. Ils ont même pour projet de réduire la taille des fenêtres, pour éviter que des voisins ne voient nos silhouettes, alors que c'est leurs yeux malades qu'il faudrait crever. Toujours nuit dans ma tombe. Le soleil est hors de portée. Avant, j'allais à l'université. J'avais des rêves, un cœur vivant. J'aimais courir, aller de l'avant. Mais mes droits et le temps ont reculé. Retour vers le passé, moins 15 siècles en arrière en quelques heures seulement, avec le retour des talibans. Je n'ai plus le droit d'étudier. Après 12 ans, à quoi bon? Un ventre n'a pas besoin de penser. Entre la chose et la bête, pour eux, je vaux la moitié de rien. Ils sont cruels autant qu'ils sont bêtes, mais ils ont des armes entre les mains. Il fait toujours nuit dans ma tombe. Le soleil est hors de portée. Je n'ai pas le droit de sortir sans autorisation. Confiné sans horizon, je n'ai pas le droit de parler, ni dans la rue, ni sous mon toit. J'avais le malheur d'être belle, leur chef s'est servi de moi. J'ai bien pensé fuir, mais pour faire quoi? Sous le grillage de mon habit, ma prison me colle à la peau. On punit de mort les rebelles, tous ceux épris de liberté. On m'a même pris jusqu'à mon nom. On nous appelle l'épouse, la fille, la sœur ou la mère de. La mère de. La merde. Il fait toujours nuit dans ma tombe. Le soleil est hors de portée. Je n'ai pas le droit de chanter, ni de danser, ni de flâner, ni de rire, ni de nager, ni même d'écrire des poèmes. Alors j'espère qu'ailleurs, d'autres le font pour moi, pour nous.
qu'en dehors des leçons d'histoire, tu n'oublies pas notre apartheid. Pourtant, je garde foi en un demain meilleur. Je m'accroche au précieux espoir d'une autre nouvelle avenir. Ce serait trop long à souffrir un malheur sans remède. Pour rallumer les lumières, pour ouvrir les tombeaux, sois mon flambeau dans l'obscurité, sois la voix dont je suis privé, soyez les voix dont elles sont privées.